Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. La visite de Giorgia Meloni à Alger s'inscrit dans un contexte tendu où l'Europe cherche désespérément des alternatives énergétiques face aux tensions mondiales croissantes. L'Algérie, par sa position géographique, stratégique et ses vastes réserves d'hydrocarbures, apparaît comme un partenaire essentiel dans ce puzzle énergétique. Cependant, malgré les discours d'amitié et les contrats en préparation, l'Algérie semble incapable de tirer pleinement parti de cette opportunité pour se réinventer en acteur majeur de l'énergie mondiale. Le rôle de l'Algérie comme fournisseur de gaz pour l'Europe, bien qu'indéniable, est limité. En 2025, le pays fournissait 31% du gaz importé par l'Italie via le Transmed, mais il reste prisonnier d'une logique de fournisseur temporaire. La production stagnante, les infrastructures vieillissantes et un manque d'investissement massif dans le secteur font de l'Algérie un partenaire fiable mais insuffisamment puissant pour répondre aux besoins croissants de ses voisins européens. Le véritable problème ne réside pas dans les ressources, mais dans l'incapacité du pays à moderniser et à diversifier son économie. Alors que le prix des hydrocarbures connaissent une hausse inédite, l'Algérie se contente de jouer une partition traditionnelle, exporter des matières premières sans vision à long terme pour sa transition énergétique et son développement économique. La diversification, pourtant essentielle, reste une promesse en suspens. Et pendant que l'Europe se tourne vers Alger en quête de sécurité énergétique, le pays continue de se reposer sur une rente pétrolière qui semble plus fragile que jamais. Mais au-delà de l'aspect énergétique, la question politique reste centrale. L'Algérie peut-elle véritablement accroître son influence internationale sans institutions solides et une véritable légitimité politique? La stabilité intérieure, le renforcement de la démocratie, l'ouverture du champ politique sont des conditions sine qua non pour toute croissance économique durable et crédibilité à l'échelle mondiale. Aucun développement stratégique ne pourra voir le jour tant que les fondations politiques et sociales resteront fragiles. L'Algérie est aujourd'hui un carrefour. Elle pourrait devenir un acteur central dans le domaine énergétique mondial. Mais pour cela, il lui faut impérativement réformer ses structures internes, investir dans son avenir économique et moderniser son secteur énergétique. Le temps de l'attentisme est révolu, le monde évolue et l'Algérie doit choisir si elle veut rester dans l'ombre ou se positionner en leader sur la scène internationale. Les opportunités ne durent jamais éternellement et l'Algérie risque de manquer son tournant historique si elle ne prend pas la mesure des défis qui s'offrent à elle. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Visite de Meloni à Alger, l'Algérie saura-t-elle saisir l'opportunité énergétique? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, titre de notre émission, bien sûr. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Gamal Abina, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Gamel, merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi depuis Paris Rafiq Bouhlel, analyste politique, mais aussi spécialiste en économie. Il est avec nous via Skype aussi. Rafiq Bouhlel, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité, à tous les téléspectateurs de la chaîne Al-Maghrebia et merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Rafiq Bouhlel, merci d'avoir accepté l'invitation, merci à vous deux. On va juste passer une petite revue de presse très rapidement avant de donner la parole à nos invités. On va commencer avec Al24 News. Le président algérien réserve un accueil officiel à la présidence du Conseil des ministres italiens, donc attitré Al24 News. Un deuxième titre, Horizon
Alger et Rome, le grand saut vers un partenariat d'exception, a titré donc le quotidien L'Horizon. Maghreb émergent, Meloni arrive à Alger dans un contexte de stress énergétique croissant en Europe. Un autre titre, TSA, tout sur l'Algérie, rué sur le gaz algérien, après Meloni, Alvarez, dès jeudi à Alger, a titré donc TSA. Rappelons que donc, le chef de la diplomatie espagnole sera en visite donc demain, jeudi et vendredi à Alger. Maghreb émergent. Un autre titre, Tebboune et Meloni décident d'étendre la coopération Eni-Sonatrach à l'exploration offshore, a titré donc Maghreb émergent. On termine avec ce dernier titre de TSA aussi. À cet égard, je tiens à souligner la volonté de l'Algérie d'honorer ses engagements en tant que partenaire stratégique et fiable de pays italiens de l'Europe dans ce domaine énergie, dans un contexte marqué par les défis liés à la sécurité des approvisionnements et à la stabilité des marchés internationaux du pétrole et du gaz. Déclaration donc commune du président Al-Majid Tebboune et Giorgia Meloni. Voilà, quelques titres. Donc, on va passer ce petit clip, Soundbite One, nos amis de la régie. Tebboune et Meloni, donc a été reçu, Giorgia Meloni a été reçue par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. Voilà donc ces images de Giorgia Meloni, la chef de gouvernement donc italien, qui est arrivée aujourd'hui donc en visite officielle à Alger, en Algérie, a été reçue par Abdelmajid Tebboune. On va aussi l'écouter dans ses déclarations dans cette petite vidéo. وجود علاقات يعني خاصة جدا جدا مع دولة الجزائر، فالجزائر شريك استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، وبالتالي الصداقة القائمة بين الجزائر وإيطاليا، وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة اللي تسود فيها عدم الاستقرار، وبالتالي هذه العلاقات تبقى صامدة قوية. فإيطاليا والجزائر يعني كلها يعني جاهزة لمساعدة ومساندة الأخرى، وبالتالي في خلال السنوات مع الرئيس فخامة الرئيس تبون عملنا كثيرا لتعزيز هذا التعاون على العلاقات الثنائية. فالعلاقات فعلا وصلت إلى مرحلة يعني غير مسبوق ممكن في تاريخ التعاون الثنائي، فأنا مقتنع بأننا نستطيع بإمكاننا أن مزيدا من التقدم. Voilà, donc ces déclarations de Giorgia Meloni, qui a parlé d'une coopération stratégique, mais aussi dans le contexte que vit le monde en ce moment, un contexte mondial très difficile et tendu, avec la guerre donc au Moyen-Orient, au Proche-Orient, pardon. Et qu'est-ce que je vais commencer d'abord la question avec notre ami Gamal Abina. Gamal Abina, cette visite, bien sûr, pour Alger, est une visite de marque, qui marque bien sûr la bonne relation entre Alger et Rome, mais aussi qui soulève des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? On vit un contexte très difficile. Giorgia Meloni, bien sûr, cherche les intérêts de l'Italie, surtout la question énergétique, et là on parle du gaz, mais aussi du côté d'Alger, beaucoup de questions
par rapport, est-ce que Alger donc, a les moyens de répondre à ces besoins des pays européens? Et on a parlé donc dans mes titres que aussi le ministre des Affaires étrangères espagnol va visiter Alger demain, jeudi à vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abine? Déjà, pour commencer, c'est pas la première visite. On est au moins à la 3e ou 4e visite, toujours des visites de courtoisie, de qualité, avec un partenariat stratégique qui est très bon et très productif, puisque l'Italie, avec Stellantis, a installé une usine de fabrication de véhicules. Donc, on est en pleine progression en termes de partenariat stratégique. Que de l'autre côté, l'Alger garantit effectivement, alors sur plusieurs axes, l'approvisionnement en énergie constante. Je parle du gaz, qui est quand même un grand volume qui a été inauguré il y a quelques années. Des projets d'énergie verte qui sont avec l'Algérie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne. Donc, c'est en gros l'Europe centrale. Et l'Algérie a développé tous ses moyens parce qu'effectivement, il y a une volonté, une vraie dynamique de diversification qui passe d'abord évidemment par le principal domaine de l'économie qui est l'énergie et les énergies renouvelables. Donc de demander est-ce que l'Algérie a les moyens de suppléer toutes les pertes actuelles qu'enregistre l'Europe et le monde occidental en général par rapport au pétrole et au gaz et particulièrement consécutif à la crise de 2022 d'Ukraine, qui a bloqué quasiment totalement l'alimentation pour l'Europe de gaz, même s'il y en a un petit peu qui circule encore, mais c'est très marginal. La crise qui vient d'arriver, enfin la guerre d'agression faite par les sionistes et les Américains contre l'Iran, et conséquence de quoi on est en train de taper sur les outils de production de GNL du Qatar, qui ont été agressés évidemment par les sionistes. N'oublions jamais que c'est les sionistes qui ont ouvert les hostilités. Et donc, tout ça pour dire, est-ce que l'Algérie peut remplacer tous ses besoins? Manifestement pas, non pas parce qu'elle n'en a pas voulu ou qu'elle n'avait pas les moyens, c'est parce qu'il y avait une part de gâteau qui était bien définie à l'origine. On ne s'attendait pas à ce que la Russie soit écartée, ou encore pire, à ce que le Golfe ait une telle flambée comme ça de violence qui conduit à une réduction conséquente de l'approvisionnement en gaz. L'Europe est un continent qui a énormément besoin d'énergie puisqu'il ne dispose que de charbon, à part peut-être l'Europe du Nord avec l'offshore, effectivement, avec ce qu'on appelle le pétrole des Anglais qu'ils exploitent en mer du Nord. Mais ça ne retire pas le fait que l'Algérie ne peut pas, de fait, mécaniquement et instantanément, compenser sur 3 ans toutes ces pertes considérables de marché de la part des Russes et du reste du Golfe. Donc c'est une chose. Par contre, de là à dire qu'elle ne fait pas assez, je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture. D'abord parce qu'il y a déjà le fameux gazoduc qui doit relier Nigeria, Niger, Algérie. Donc déjà, c'est un énorme tremplin en termes de volume. Ensuite, parce que l'Algérie a développé quand même 2 pipelines, même 3 en vérité. Il y a celui qui allait vers le Maroc, celui qui va directement vers l'Espagne et vers l'Italie, qui sont des gazoducs, je dis une bêtise, qui ont été développés. Donc c'est quand même des investissements conséquents. Ça coûte cher, ça prend du temps, c'est compliqué. Mais l'Algérie fait le travail. On ne peut pas dire qu'en termes de gestion des hydrocarbures, le pays ne soit pas au rendez-vous. Il est tellement au rendez-vous, et je le répète à nouveau pour que ce soit bien entendu, que la première compagnie africaine, toute catégorie confondue, reste la Sonatrach. C'est la mieux gérée d'Afrique. C'est celle qui valorise le plus l'exploitation et la transformation devant tout un tas de grosses compagnies comme le Nigeria ou des grosses firmes qu'on trouve en Égypte ou en Afrique du Sud. Donc, il faut être très clair. En termes de gestion du trésor de guerre algérien, l'énergie est bien gérée. Alors, les investissements sont conséquents. C'est pour ça que quand vous dites qu'il n'y en a pas assez, je ne suis pas d'accord. Et puis surtout, on est en pleine demande considérable, surdimensionnée par rapport aux besoins naturels que l'Algérie fournissait à l'Europe. Donc, il y a un développement qui se fait, des parts de marché qui arrivent, un coût de vente qui est très élevé, qui favorise l'investissement. Tout cela va dans la bonne direction. Et puis l'Algérie, comme vous venez de le souligner, s'entend très bien avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre et tout le monde. Et la France commence à taper à la porte de l'Algérie parce qu'ils commencent à être coincés. Ils ont à peu près 14% d'approvisionnement algérien en gaz et en pétrole. En gaz plutôt, je dis bêtise. Le GNL du Qatar semble compromis. Donc, ils ont besoin de trouver un acteur solide, et on parlait d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre documentaire, de partenariat fiable. C'est ce que l'Italie dit, elle le fait bien de le dire, parce que l'Algérie, quand elle fait une signature, elle tient son engagement. Pour preuve, les 30 ans de signature avec le Maroc ont été tenus jusqu'au terme du contrat. Très bien. Restez avec nous, Gamal Abina. Qu'est-ce que vous en pensez, l'affaire Bouhlel? Est-ce que l'Algérie, cette crise énergétique mondiale, représente-t-elle une opportunité pour l'Algérie de se repositionner sur la scène internationale? Est-ce que l'Algérie a les moyens de répondre aux besoins des pays européens en termes de gaz, d'énergie, de pétrole, mais aussi, surtout, dans ce contexte mondial de crise, l'affaire Bouhlel? Alors, effectivement, la crise mondiale qu'on vit actuellement, et surtout depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine,
à favoriser l'Algérie comme un acteur incontournable comme producteur de gaz et de pétrole. Il faut rappeler quelques chiffres. L'Algérie produit pas moins de 100 millions de mètres cubes de gaz par an, exporte pas moins de 12% des besoins européens sur les 27 pays tout confondus. Ça, c'est des chiffres qui sont indéniables. Et surtout, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a eu une explosion de l'exportation du gaz algérien vers l'Europe. Et il faut pas oublier que concernant la visite de Giorgia Meloni, quand on parle de l'Italie, effectivement, l'Italie a comme ambition de devenir un hub énergétique. Quand je reprends les déclarations de Giorgia Meloni lors de sa dernière visite, et que l'Algérie exporte pas moins de 17% des besoins en gaz pour l'Italie, que ce soit en GNL et surtout à travers les deux gazoducs qu'on a, un Transmed et Gazmed. Par contre, est-ce que l'Algérie a les possibilités pour exporter beaucoup plus de gaz et pour répondre à la demande à l'instant T? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que depuis 2019, après la crise politique de 2019 et le Hirak et l'instabilité chronique du régime algérien et de ses institutions économiques, notamment la Sonatrach, on a un limogeage et une installation des PDG de Sonatrach qui va et qui vient. Après Toufik Hakar, Hashishi qui était en 2019, après Toufik Hakar, après le retour de Hashishi, l'instabilité politique en matière de ministre, à savoir Mohamed Al-Ghab qui était ministre de l'énergie en 2019, il est revenu aux affaires, puis il a été limogé en 2022 et puis il est revenu. Donc on a malheureusement une certaine instabilité et surtout un investissement très tardif, car les 60 milliards qui ont été annoncés en matière d'investissement entre 2026 et 2030 pour quasiment doubler la capacité de production du gaz en Algérie, a été faite extrêmement tardivement. Et ceci, encore une fois, c'est la Sonatrach est gérée comme un parti politique et non pas comme une entreprise à caractère économique. Sachant que il faut pas oublier que 55% de la production nationale va pour la consommation interne. Que en matière de pétrole aussi, en 2019, l'Algérie produisait pas moins de 1,2 million de barils par jour et pas moins de 65 000 barils par jour étaient exportés vers l'Italie. Aujourd'hui, on a que 55 000 barils de pétrole exportés vers l'Italie. Donc, on a une baisse en matière d'exportation et en matière de gaz. Entre 2019 et 2022, l'exportation du gaz était importante, mais de 2022 à 2025, selon les derniers chiffres, l'Algérie avait exporté pas moins de 41 000 mètres cubes de gaz à l'étranger, à l'Europe, et on a eu un léger recul à 39 500 tonnes de mètres cubes de gaz. Donc, on a la vétusté des installations actuelles qui n'ont pas été renouvelées et entretenues de manière régulière. Il ne faut pas oublier que les infrastructures gazières nécessitent un investissement important. Donc, effectivement, l'Algérie est un acteur majeur en matière de gaz et de pétrole, mais par contre, le manque de productivité et de réactivité des gouvernements suite aux crises successives fait que il peut pas remplacer les besoins en demande, que ce soit pour l'Europe ou pour les États-Unis, qui depuis quelques mois s'intéressent au gaz de schiste algérien. Les énergies vertes en matière d'hydrogène vert n'ont pas encore vu le jour et malheureusement, ceci bloque et freine malheureusement le niveau d'exportation. Et pour finir, on a aussi les problèmes diplomatiques à l'extérieur avec l'Algérie, où on a vu qu'en 2022, l'Algérie avait rompu les relations plus ou moins économiques et limité les échanges avec l'Espagne et arrêté le traité d'amitié à cause de la position de l'Espagne concernant le dossier du Sahara occidental. Et ils ont arrêté aussi l'exportation du gaz à travers via le gazoduc
qui passe par le Maroc, et ceci aussi à cause des fonctions diplomatiques, alors que ça met l'Algérie comme un partenaire qui est un peu hérité et qui est un peu, surtout pas fiable en matière économique, où il peut utiliser cette question de gaz dans les luttes et les dossiers qui fâchent entre l'Algérie et l'Union européenne, notamment l'Espagne ou d'autres pays. Très bien. Restez avec nous, Rafik Bouhlel. Gamal Abina, les questions qui ont été soulevées par Rafik Bouhlel, la question de fiabilité, surtout par rapport à la question diplomatique. On a vu cette relation qui s'est détériorée avec l'Espagne. Et bien sûr, il faut rappeler que le ministre des Affaires étrangères espagnol sera en visite donc demain à Alger. Mais aussi, il faut se rappeler comment le même ministre des Affaires étrangères a été traité par les médias algériens et surtout par l'APS. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est un pays fiable quand il s'agit donc des hydrocarbures, quand il s'agit donc d'exporter l'énergie, mais aussi la question de l'intérieur, sur cette instabilité au niveau de nos institutions, au niveau des responsables. On est pris dans cette vision de logique de court terme. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va saisir le tournant stratégique qui s'offre à elle, Gamal Abine? Il n'y a aucune logique du court terme, pas du tout. Hein. Une planification sur des questions énergétiques, ça se fait sur long terme parce que c'est des investissements très lourds et ça a déjà été fait. 30 milliards d'investissements supplémentaires qui ont été signés il y a 2 ans. Ensuite, la brouille avec l'Espagne n'a pas duré très longtemps. C'était une question de principe. L'Espagne a compris qu'elle a commis une erreur et c'est une erreur qu'elle a commise parce que l'Espagne est l'ancienne puissance tutélaire du Sahara occidental. L'Algérie n'a pas compris cette position, ce revirement qui n'aurait pas dû avoir lieu, a fait entendre sa voix et en dépit de tout cela, elle n'a pas touché à l'alimentation de gaz en Espagne. C'est pas vrai. Le contrat a été respecté parce que l'Algérie, c'est là où je m'inscris en faux totalement sur la question de la fiabilité. Les Italiens le disent eux-mêmes, c'est un pays qui est fiable. Les Allemands le disent, les Anglais le disent, tout le reste de l'Europe. L'Espagne, un temps, il y a une brouille, mais ils ont considéré la fiabilité de l'Algérie puisque le gaz a continué à couler à plein régime, sauf quand il y a eu le sentiment qu'il y aurait une sorte de retour du gaz vers le Maroc qui a un comportement assez hostile avec l'Algérie, il n'y a pas besoin de le raconter, puisqu'ils accueillent le pire ennemi du monde arabe, qui est l'État sioniste, donc il y a quand même des limites à avoir. Je crois qu'il n'y a pas à négocier là-dessus, on ne va pas ouvrir des relations avec un pays qui ramène l'ennemi aux frontières. Donc je veux bien être sympathique, mais surtout après un génocide de 2 ans, je pense qu'il y a quand même des choses à revoir. Mais simplement pour revenir à nos moutons, et je parle bien de l'État. Ensuite, vous parliez de la réactivité. Comment voulez-vous être réactive sur une crise le 22 février qui démarre en Ukraine, enfin le 24 février 2022 plutôt, une crise qui s'accélère avec l'agression contre l'Iran il y a 6 mois et puis maintenant. Comment voulez-vous anticiper cela? Là, on parle de crise mondiale. Le monde entier est littéralement sidéré par ce qui arrive. Et l'Algérie, je suis désolé, est très réactive puisqu'elle reçoit les délégations, propose des plans et pour ce qui concerne, alors évidemment, 50% du gaz est absorbé par le pays, et tant mieux. Ça signifie que tout le monde a accès au gaz dans l'Algérie. C'est une très bonne chose. Et encore heureux que l'Algérie fasse profiter d'abord sa population vers l'exportation. Mais là, on est en train de parler de l'exploitation du gaz et du pétrole offshore. C'est un immense gisement qui est en train d'être exploité, qui va être exploité. Ensuite, on parle d'investissement trop long et trop lourd. Je suis désolé, mais sur l'énergie verte, ça prend du temps. C'est pas un claque pas des doigts puis on le fait comme ça. C'est un programme qui va se faire sur 3, 4, 5 ans, mais qui sera un programme qui garantit pour l'Algérie des devises considérables qui rentreront à des coûts très faibles. C'est ça qu'il faut noter. Parce qu'on a une énergie abondante cette fois-ci qui ne sera pas finie mais infinie. Je parle aussi de l'énergie solaire. Donc tout ça, c'est des choses positives. Ensuite, de parler de la ronde des portefeuilles qui tiennent la Sonatrach ou la Sonelgaz, ça n'a aucun intérêt. L'institution, c'est pas un homme. Faut être un peu sérieux. L'institution, c'est un système. Pas parce qu'un président est démis de ses fonctions que le système s'effondre. Il y a une époque où quelqu'un gérait la Sonatrach comme un incapable, mais la Sonatrach continue à fonctionner normalement. Parce qu'en dessous de cet homme, il y a des fonctionnaires qui font un travail excellent, qui sont sérieusement formés, qui ont toujours bien géré, je le rappelle, c'est pour ça que j'aime pas entendre ça, qui ont très bien géré le gaz et le pétrole en Algérie. S'il y a bien un truc qui est bien géré chez nous, c'est ça. C'est un des pays qui gère le mieux cette richesse naturelle. Donc on peut pas dire ça. Et sérieux, donc je parlais tout à l'heure... il y a eu beaucoup de sujets, les questions de politique, comme quoi la politique n'est pas stable, donc ça va avoir des conséquences économiques. Je rappelle, et je le répète de façon très claire, je me fiche de la démocratie. Voilà, je suis clair.
Je m'en fiche. L'état de droit, oui, la démocratie, je m'en fous. C'est une farce. La Chine n'est pas démocratique, c'est la première puissance économique mondiale. Donc ce qui compte, c'est qu'on respecte la population. Ça, c'est essentiel. Mais de faire des farces électorales tous les 4, 5, 6 ans, juste pour faire plaisir à l'Occident, je m'en fous. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de respecter sa population, de lui donner des droits. Le droit, les premiers des droits, d'abord, c'est les droits vitaux. C'est les droits primaires. C'est la pyramide de Maslow. Si on n'est pas capable de manger, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer, de s'habiller, là, déjà, si on ne satisfait pas à ces principes minimums, ne me parlez pas de démocratie. Ça, c'est un truc de bourgeois occidentaux qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le pays se développe, avance et réussisse. Et il se trouve qu'en plus, en Algérie, il participe quand même à un système démocratique malgré tout. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, l'Algérie n'est pas une dictature. Je sais que ça démange tous les gens d'extrême droite de le dire, mais je m'en fous. C'est pas une dictature. S'il y a des élections, c'est que c'est une démocratie. Ça fait mal au cœur, c'est la vie. Donc il faut être très clair. Mais c'est pas ce qui fait la réussite d'un pays. Encore une fois, je le dis, dictature ou démocratie, ce qui compte, c'est la bonne gestion des outils. Or, en l'occurrence, je suis désolé de le répéter, l'Algérie, en termes de gestion des outils actuels, avec des investissements conséquents, fait un travail extrêmement rigoureux. Et les partenaires qu'elle a, parce qu'on parle beaucoup, vous n'arrêtez pas d'insister sur le fait que l'Algérie s'est brouillée avec l'Espagne. Il n'y a plus de brouille aujourd'hui. C'est fini. Avec la France, c'est la France qui tape à la porte. Ils ne peuvent pas reculer. Maintenant, plus un mot sur l'Algérie. Vous avez remarqué, il y a une crise au Moyen-Orient, il n'y a plus même l'euro taillé ou la ferme. Et ensuite, on va parler de l'Italie, on va parler des vraies puissances européennes, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre. Parlons des puissances qui comptent en Europe. Celles-là sont intéressantes. Parlons de la puissance américaine qui, malgré tout, même si je n'ai pas de sympathie pour elle, dans tous les cas, tape à la porte de l'Algérie. Parlons de la puissance russe et chinoise qui sont nos partenaires. Parlons de la puissance égyptienne ou africaine, les deux principales puissances. Parlons de vrais pays puissants qui ont une influence dans le monde. Mais arrêtez de parler de micro-États qui ne comptent pas ou simplement d'États qui sont dans le déclin. Je suis désolé, mais à choisir entre la France, et pourtant j'aimerais qu'il y ait de bonnes relations entre la France et l'Algérie et les investissements français en Algérie, mais à choisir entre la France et l'Algérie, si on veut un partenariat solide et stratégique, on va en Italie. L'Italie a amené Stellantis, qui est un groupe mondial automobile, et qui ne nous baratine pas sur des vieilles usines d'assemblage. Ils font de la fabrication de véhicules, ils ont augmenté leurs investissements, il y a une véritable relation de partenariat stratégique et surtout de partenariat de gagnant à gagnant qui intéresse les Algériens. Donc moi, je suis plutôt inscrit là-dedans, mais il ne faut pas me parler parce qu'il y a un type qui est démis de ses fonctions, mais quelle importance ça a ? C'est un type qui fait une société ? Non. Il y a une société qui est gérée avec des gens qui savent bosser. Après, il y a une valse, effectivement, des portefeuilles, ça arrive. Mais le plus important, c'est comme d'ailleurs ici en France, vous avez des gens, par exemple, qui sont ministres, je sais pas, de l'Intérieur, qui sont tous ministres des Affaires étrangères. C'est pareil. Mais ce qui compte, c'est pas ça. C'est que ceux qui bossent pour eux sachent travailler. Très bien, mais et pourtant, peut-être vous pouvez rebondir après Gamal Abina, la question de la stabilité aussi de notre pays. Je pense que peut-être Rafik Bouhlel voulait aussi soulever cette question, c'est que ces annonces régulières d'élimination de terroristes, et on en a fait même une émission par exemple, il n'y a pas quelques jours, quand on avait parlé de cette embuscade dans la région de Tbessa, la nuit du 12 mars, où il y avait presque 7 terroristes qui ont été éliminés donc par l'ANP. Vous pouvez rebondir après, Gamal Abina, par rapport à cette question, il n'y a pas de souci. Mais Rafik Bouhlel, je pense que aussi les arguments qui ont été avancés par Gamal Abina, c'est que l'Algérie gère donc ses relations avec les pays du sud de l'Europe. Certes qu'il y a des hauts et des bas, mais l'Algérie, en fin de compte, c'est tout le monde qui tape à sa porte. Et surtout dans ce contexte actuel, en contexte de crise énergétique, Rafik Bouhlel. C'est normal que tous les pays européens, que ce soit hors européens, viennent taper à la porte de l'Algérie parce que c'est un pays qui a beaucoup de réserves. Parce qu'au-delà des 100 millions de mètres cubes de gaz de production annuel, il faut savoir que l'Algérie a des réserves estimées à 2400 millions de mètres cubes de gaz non exploités, encore une fois, et ça, c'est à cause de la mauvaise planification des dirigeants algériens, vu que 93% de notre PIB repose sur les hydrocarbures et que depuis l'arrivée de Tebboune et les mensonges qui nous baratinent avec ces gouvernements respectifs sur la diversification de l'économie nationale n'a pas eu lieu. Juste, je mets un point d'honneur quand M. Gavina nous parle de les relations italo-algériennes, gagnant-gagnant, et sur l'installation de l'usine Stellantis. Je rappelle, et que tout le monde l'a vu sur les reportages et c'est public, l'usine de Fiat à Oran ressemble plus à un garage d'assemblage qu'à une usine de production. Et que
à aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 100 000, les 390 000 véhicules, 390 000 véhicules ont besoin par an en Algérie. Quand on parle de relations italo-algériennes gagnant-gagnant à aujourd'hui, on a vu l'importation des pneumatiques de la marque italienne Pirelli, mais on n'a toujours pas vu une usine de production, par exemple, de Pirelli, sachant que le caoutchouc, c'est un extrait du pétrole et qu'on a en abondance et on a toujours un problème de pneumatique. À ce jour, je n'ai pas encore vu les sous-traitants en matière automobile, comme le géant Magneti Marelli, comme le géant Saint-Gobain et pas mal de grandes entreprises italiennes qui sont venues en Algérie. Et ceci se traduit par un IDE, l'investissement direct étranger de 1,4 million de dollars sur 2025. Où sont les promesses de Abdelmajid Tebboune? On en est très très loin du gagnant-gagnant. Le seul gagnant-gagnant, c'est encore une fois l'Italie qui récupère le gaz algérien à travers des contrats et surtout pour répondre aux besoins de l'Union européenne et de la demande croissante qui a explosé, sachant que aujourd'hui l'Algérie essaie par tous les moyens de trouver des solutions pour pouvoir exporter plus de gaz sur le marché des spots, à savoir le gaz issu du torchage au niveau des sites de production de gaz. Et surtout, rappelons plusieurs choses. Il y a, depuis 48 heures, un document public qui est sorti demandant aux cimenteries algériennes d'arrêter la production parce que la cimenterie algérienne utilise 100% de gaz pour faire tourner les usines. On a aussi une problématique de stratégie, sachant que depuis 62 ans, avec toutes les possibilités qu'on a dans le Sud, on n'a pas développé suffisamment l'énergie solaire pour la production de l'électricité, sachant que 100% de la production d'électricité en Algérie va à travers le gaz. Les turbines fonctionnent avec le gaz. Donc, au lieu de diversifier les outils de production pour l'électricité afin de économiser ce gaz et le destiner encore plus vers l'exportation et accroître les revenus des caisses de l'État, cela n'a pas été fait. Aussi, il faut rappeler que 80% de la surface de l'Algérie, c'est le sud algérien et le désert. Et on aurait pu développer des partenariats, notamment avec la France ou avec l'Allemagne, en termes d'énergie nucléaire pour la production de l'électricité. Et aussi, depuis 20 ans, depuis l'ère de Bouteflika, où Abdelmajid Tebboune était ministre du logement, on a pas moins de 20 millions de logements en Algérie qui sont totalement des passoires thermiques, qui ne répondent à aucune norme, et ceci à cause de la corruption généralisée dans le marché du bâtiment, qui sont donnés aux Turcs, et on voit tous les jours la qualité des habitations, que ce soit ADL ou autre, à travers les 69 wilayas. On n'a pas de double vitrage, on n'a pas d'isolation nouvelle génération, et ça, c'est des 20 millions de logements qui sont très énergivores et qui consomment plus de gaz. Et pour finir, je ne suis pas d'accord avec votre invité, avec M. Gabina, dans le sens où en Algérie, en 2026, il y a des régions où les gens n'ont pas encore accès au gaz de vie. Il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui font encore la queue pour obtenir et acheter les gaz en bouteille. Et on a souvent des pénuries de gaz, GPL pour les véhicules et GNL pour la consommation domestique. Donc, encore une fois, on a cette mauvaise gestion à tous les niveaux, que ce soit surtout depuis l'arrivée de Tebboune. Et ça, c'est handicapant pour accroître et répondre aux besoins de l'Union européenne. Et pour finir, juste pour dire que sur le commentaire de M. Gabina qui dit que l'Espagne a reconnu ses erreurs et a fait une erreur sur le dossier du Sahara occidental, l'Espagne n'a pas changé sa position sur le dossier du Sahara occidental et elle reconnaît et elle privilégie le plan de la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental, et on a perdu 2 ans de brouille diplomatique et économique qui ont eu pour conséquence des pertes en centaines de millions de dollars pour les caisses de l'État algérien. Et ceci montre que l'Algérie reste un
une dictature qui utilise les énergies, le gaz et le pétrole comme moyen de pression sur les autres capitales européennes pour aller dans leur sens. Très bien, restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Mais aussi, Rafiq Bouhlel, peut-être vous pouvez aussi réagir. C'est que l'Algérie n'a pas arrêté donc, l'exportation des hydrocarbures en Espagne, malgré cette brouille. On va... Gamal Abina, la question qui a été soulevée par notre ami Rafiq Bouhlel, c'est que cette relation de gagnant-gagnant, on ne la trouve pas quand il s'agit de nos relations avec... d'autres pays. Et là, en l'occurrence, cette relation avec l'Italie, j'aimerais avoir votre réponse, mais avant, on va juste passer ce petit reportage qui a été fait par France 24 concernant donc cette relation entre Alger et Rome. Voilà que l'Algérie, Christophe, apparaît comme un partenaire assez évident pour l'Italie ? Oui, d'abord, c'est aujourd'hui le principal fournisseur de l'Italie depuis la guerre en Ukraine. Et alors que l'Union européenne cherchait des alternatives au gaz russe, eh bien, déjà, Giorgia Meloni s'était tournée vers Alger pour négocier un contrat. C'était en 2023. Donc aujourd'hui, l'Algérie, c'est le premier fournisseur de gaz, vous le voyez, avec un peu plus de 30% de ses importations. L'Algérie, elle a un avantage décisif puisqu'elle a un gazoduc qui va directement de l'Algérie vers l'Italie, qui est un gazoduc qui s'appelle le Transmed et qu'on va voir ici en violet sur cette carte. Il a une capacité de 32 milliards de mètres cubes, ce qui en théorie pourrait permettre de couvrir environ la moitié des besoins de l'Italie. Par ailleurs, l'Algérie fournit également du gaz naturel liquéfié qui est transporté par bateau. Le pays a presque doublé ses livraisons de GNL à l'Europe depuis le début de la guerre. Le seul problème, c'est qu'elle n'a peut-être pas beaucoup de moyens pour augmenter encore la cadence. Voilà, elle n'a peut-être pas beaucoup de moyens pour augmenter encore la cadence. Gamal Abina. Mais aussi, je pense que l'affaire Bouhlel a fait aussi allusion à ce communiqué qui a été envoyé donc, par le groupe industriel des ciments d'Algérie, qui stipule de s'abstenir à l'utilisation du gaz à ce jour pour la période allant du vendredi 20 mars 2026 jusqu'au vendredi 27 mars 2026. Rappelons qu'il y a 18 cimenteries en Algérie. On ne sait pas ce que la question, bien sûr, est relayée par rapport, est en rapport par rapport donc à l'exportation du gaz, de ce gaz. On ne sait pas, mais juste donc pour information. Gamal Abina, si vous voulez bien sûr répondre à notre ami Rafiq Bouhlel. Alors, c'est pas notre ami, c'est votre ami, c'est pas le mien. Moi, je n'ai pas d'amitié avec ce monsieur qui ne sait pas prononcer mon nom. Je vais l'appeler Raboulel puisqu'il m'appelle Gabina. On reste un petit peu dans le deux fois Gabina. Bon, si c'est pas prononcé, c'est pas de sa faute, ça arrive. Alors, on va parler de plusieurs choses que j'entendais tellement de bêtises en quelques secondes que j'étais fasciné. D'abord, l'Algérie a commencé sa production d'énergie solaire, contrairement à ce que vous ne savez pas, manifestement, parce qu'elle a choisi de le faire de façon souveraine et ne pas passer par ce fameux projet fantaisiste européen qui conservait le droit de possession de l'appareil de création d'énergie solaire, qu'on avait appelé à l'époque ce fameux projet presque délirant qu'on avait appelé à l'époque Desertec. Donc Desertec, c'était pour que 85% des Européens possèdent l'outil et que nous, on se retrouve avec 15%. C'est ce qu'ils ont installé au Maroc, d'ailleurs, au passage. Donc ça, c'est une première chose. L'Algérie a choisi une souveraineté dans la production de l'appareillage de création de ces fameux panneaux photovoltaïques pour pouvoir commencer à lancer cette production solaire qui commence à être massive. Vous n'êtes pas au courant, il faut vous renseigner, s'il vous plaît. Ensuite, le nucléaire. Ça, par contre, ça, c'était la meilleure blague. Vous croyez vraiment que ça fait pas longtemps que l'Algérie réclame des centrales nucléaires qui lui sont refusées pour des raisons évidentes. On fait partie du monde arabe et on fait très attention à ce que les pays arabes n'accèdent pas au nucléaire. On a deux petites centrales comme ça pour travailler sur d'études nucléaires, mais on n'a pas de centrales nucléaires parce que d'abord c'est long à faire, parce qu'il faut trouver un partenaire solide et il faut que ce soit accepté au niveau de l'AIEA, au niveau de l'international. Bref, on a compris qu'un pays arabe avec une centrale nucléaire, j'en connais pas, hein, donc si vous en connaissez, vous me le montrez. Il n'y a que l'Iran qui a obtenu ça et c'était du temps du Shah d'Iran. Ça avait commencé avant l'arrivée de l'imam Khomeini. Donc nucléaire, pas possible parce qu'il y a un problème avec les pays arabes. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut se réveiller. Ensuite, la brouille avec l'Espagne n'est pas revenue dessus, mais quelle importance ça. On ne va pas dire à l'Espagne de choisir sa politique. On a fait montre d'une certaine colère par rapport à ça, ce qui a eu des conséquences pour que les Espagnols se calment. On ne leur demande pas de changer leur position.
On dit juste, vous avez eu tort. Et on a eu raison. Comme la France, on dit qu'ils ont tort. C'est pas pour autant qu'on claque la porte. La preuve, on ouvre la porte aux Français qui vont aller à Alger. Donc, il y a une question de principe. Et les questions de principe sont pas négociables. On ne peut pas forcer les gens à faire des choix politiques, mais on leur fait comprendre qu'on n'est pas d'accord. Il y a une petite subtilité. On n'est pas dans un bras de fer. Vous avez évoqué le fait que, soi-disant, on utiliserait l'arme du gaz et du pétrole comme un moyen de pression et de chantage. C'est un mensonge. On l'a coupé au Maroc parce que le Maroc, depuis très longtemps exagéré, et bénéficiait grâce à l'Algérie de beaucoup d'investissements parce qu'ils avaient une énergie abondante et pas chère. Les Algériens ont eu marre de voir le Maroc très arrogant jouer les malins aux frontières et ils ont dit vous jouez les malins, on vous coupe le gaz. Voilà, c'est réglé. C'est une sanction parce qu'il y a quand même des gestes inamicaux de la part du Maroc qui fait venir, je le rappelle à nouveau, l'ennemi aux frontières. Je le rappelle, pour information, les sionistes aux frontières, c'est pas un cadeau. Donc ensuite, vous avez fait référence au fait que ce soit mal géré. Alors juste pour information, les pneus, c'est pas fait avec du caoutchouc. Le caoutchouc, c'est un matériau naturel. C'est fait à base de pétrole. Juste comme ça, pour corriger le tir. Donc, vous parlez d'usines, soi-disant, qui seraient de vulgaires usines d'assemblement. C'est pas vrai. Là, vous êtes mal renseigné. Et je vais vous donner un chiffre qui va vous faire mal. La fausse usine de fabrication de véhicules, avec la fameuse symbole, cette espèce de carcasse qu'ont vendu les Français et Renault, cette petite usine ridicule ne produisait au maximum de sa production sur 5 ans. Donc vraiment l'arnaque, avec un marché qui lui était exclusif. Il produisait 30 000 véhicules par an, une goutte d'eau. Fiat a dépassé les 90 000 véhicules, l'objectif étant d'augmenter pour arriver à satisfaire le marché national qui est à peu près de 300 à 400 000 véhicules, mais surtout d'exporter. Donc de la valeur ajoutée. Et l'écosystème, ce qu'on appelle les sous-traitants, qui commencent à se négocier, vous n'êtes pas au courant manifestement, il faut vous renseigner, parce que j'ai un copain qui s'est installé là-bas. Dommage. Il fait du roulement à billes. Dommage. Ça prouve que vous n'êtes pas renseigné. Ça commence à se mettre en place. Sauf que les sous-traitants, ça prend du temps. Ça se fait pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut une décennie pour installer ça. Les gens sont toujours pressés pour avoir des résultats rapidement, sans regarder l'évolution. Ensuite, vous dites, monsieur Tebboune n'a pas fait le travail. Désolé, mais même vous êtes piégé dans vos remarques. Pourquoi? Parce que monsieur Tebboune, ce président qui a choisi la diversification, allez en Algérie, d'en parler de loin. Mettez-y les pieds. Allez dans les magasins pour voir ce qu'on vend maintenant. 95%, je le répète à chaque fois, j'ai fait la statistique moi-même, chez les Hanout et dans les grands centres commerciaux. Des produits sont algériens. La diversification en Algérie est faite. C'est à l'exportation que ça commence à démarrer. C'est encore un petit peu lent parce que les parts de marché, il faut les attraper. Eh bien, vous avez dit vous-même 93% de ce qui est produit, ce qui est vendu à l'étranger, c'est du gaz et du pétrole. Ça a bougé. Maintenant, c'est 88%. Mais restons sur vos chiffres. Ça veut dire que pendant pratiquement 40 ans, on était à 98% de produits pétroliers. On serait passé à 93% sous le mandat de M. Tebboune. Il n'a pas fait le travail. Je vais vous expliquer la chose simplement. C'est que le temps de Bouteflika, c'était le temps de l'investissement massif, du désendettement du pays et des infrastructures. C'est ce qui a été fait. Ça coûtait beaucoup d'argent, c'était cher, long, lourd, mais c'était nécessaire. Le temps de M. Tebboune, c'est le temps de la production nationale pour arriver à la production à l'export parce que son modèle, c'est Boumediene, et vous le savez. Donc, il faut être très sérieux quand vous parlez de choses. Il ne faut pas tout mélanger. Vous avez même fait référence aux constructions nécessaires de logements. Je finis ça, c'est important. Parce que là, quand j'ai entendu parler des passeports thermiques, j'ai rigolé. On est en Afrique. Mais juste une question aussi, je vais vous laisser très rapidement, Gamal Abina. Quand vous parlez de diversification de notre économie, et là on avance un chiffre qui a été avancé même par Al-Majid Tebboune, le chef de l'État, qui a parlé de 5 milliards de dollars. Dans sa dernière interview, le chiffre, bien sûr, ne représente rien par rapport au potentiel algérien. On ne peut pas dire que c'est de la diversification économique quand on parle de 5 milliards de dollars d'exportation. Marché à l'extérieur, il faut les négocier. Alors, vous avez vu l'histoire de Moljan. Il y a des freins, il y a des contraintes, il y a des normes à respecter, il y a tout un tas de choses. Par exemple, le marché du pneu automobile s'exporte. Le pneu algérien Iris s'exporte. Des produits électroménagers algériens s'exportent en Afrique. On est au démarrage d'une diversification qui est actée. Les chiffres ne sont pas de moi, ils viennent de la Banque mondiale et du FMI. Même ces deux établissements qui étaient durs avec l'Algérie commencent à reconnaître qu'il y a un changement radical en termes de production. La diversification, je le répète à nouveau pour ceux qui ne l'entendent pas, est déjà faite au niveau de la production nationale. Les Algériens mangent des produits algériens et Dieu merci. Maintenant, la diversification, l'export est en démarrage. On va y arriver, mais les chiffres sont très éloquents, sont très intéressants et très impressionnant quand on voit le laxisme dans lequel on était pendant des années. Donc moi, je suis désolé, mais il faut du temps pour tout. Ça se fait pas en 5 minutes. 5 milliards, c'est un démarrage. On avance. Juste répondre sur les passoires thermiques, parce que quand même, il y a de quoi rigoler. On parle d'appartements qui sont les passoires thermiques en Afrique. Il faut être sérieux quand même. Ils durent 2 mois l'hiver. De quoi on parle? Il y avait nécessité d'avoir des appartements rapidement pour que le peuple algérien ait de quoi se loger, qu'il n'y ait personne qui soit à la rue. C'est réussi. Maintenant, on va améliorer ça. C'est le bâti est là, on va l'améliorer. Il faut penser en termes positifs, arrêter de y aller à boulet rouge, ça marche pas, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas assez vite, c'est pas rapide, on a un potentiel, c'est bon le baratin. Aujourd'hui, celui qui prétend avoir un potentiel, il va chez lui et il investit lui-même comme je le fais. Il faut arrêter de parler dans le vent. Vous faites le travail. L'État ne va pas tout faire.
Le peuple, le Chab, il a un travail à faire comme l'État. On doit travailler en bonne intelligence et créer de la richesse. Et moi, je dis aux Algériens, j'ai fait des appels des dizaines de fois, investissez chez vous, exportez des produits algériens. C'est pas compliqué. Donc, il faut arrêter à chaque fois de jouer les critiques. J'en ai marre des critiques qui passent en temps à tir à boulet rouge, qui font même pas le travail minimum. Faites ce travail, après on discute. Et si on est chaud, on parle. Mais pour l'instant, je vois les gens qui parlent de loin, mais qui agissent pas. Agissez. C'est quand même énervant, ce genre de discours à chaque fois négatif. Il y en a marre, ce discours de on s'auto-flagelle du matin au soir. C'est bon, l'Algérie grandit, va grandir, va devenir très puissante. C'est la 3e puissance économique africaine aujourd'hui. Pendant des années, on était en 4e position. Qui a réussi ça? C'est M. Tebboune. Pourquoi? Parce que le pétrole et le gaz ont baissé et l'Algérie est montée en puissance. Ça dit beaucoup de choses sur la réalité de la production nationale algérienne. Très bien. C'est votre avis, Gamel Abina, on le respecte. Rafik Bouhlal. C'est l'hôpital qui se fout de la charité quand Gamel Abina, et je prononce bien son nom, se permet de déblatérer des mensonges à la télé, à savoir que l'Algérie est une démocratie, donc est une démocratie et non pas une dictature, et qu'il se fiche de la démocratie, sachant qu'il préfère vivre en France que de vivre en Algérie. Quand Gamel Abina déclare qu'il a un copain qui est parti en Algérie pour investir dans les roulements, comment expliquer qu'il y a une pénurie de pièces de rechange, parce que c'est pas un domaine que vous maîtrisez. Il vient de commencer. Il vient de commencer. Depuis 2019 à 2026, donc on a une pénurie. Gamel Abina, on laisse Rafik Bouhlal. Il ne vous a pas coupé la parole, Rafik Bouhlal, Gamel Abina. On ne claque pas les doigts en économie. On a une pénurie de pièces de rechange à tous les niveaux. Ça va du pare-choc, sur les freins, sur les plaquettes et les disques et compagnie. Quand Gamel Abina ment et déclare qu'il y a de la sous-traitance en Algérie à travers le garage d'assemblage de Stellantis, tous les Algériens peuvent le vérifier, les Fiat Doblo, le Fiat Doblo commercial et les Fiat qui sont assemblés en Algérie, les pièces de rechange sont fabriquées au Maroc, made in Maroc, parce qu'on n'a pas de sous-traitant en matière automobile, et cela a été démontré, et n'importe quel Algérien qui ouvre le capot d'un Fiat Doblo peut vérifier que les optiques viennent du Maroc, et que toute la moitié des pièces de rechange et du moteur proviennent du Maroc. Donc ça, c'est une chose, c'est un mensonge supplémentaire. Quand M. Gabina déclare qu'il faut aller en Algérie, pourquoi vous vivez en France? Pourquoi vous n'avez pas créé une entreprise en Algérie? Pourquoi vous n'avez pas investi en Algérie? Et pourquoi vous n'avez pas créé des emplois et payer des impôts et exporter votre marchandise à l'international? Vous dites que Tebboune, il a fait le job depuis 2019 et que les exportations ont baissé de 93 à 88%. Non, les exportations et le PIB est à 93% composé d'hydrocarbures, selon les chiffres de la Banque mondiale et selon les chiffres du FMI, et l'investissement direct étranger est de 1,4 milliard de dollars seulement, ce qui est vraiment insignifiant à tous les niveaux. Et si l'Algérie avait fait le taf pour améliorer l'outil de production du gaz, on ne passerait pas de 41 000 millions de mètres cubes en 2022 à 39 000 millions de mètres cubes en 2025. Ce sont des chiffres officiels que n'importe quel téléspectateur et téléspectatrice peut vérifier. Et encore une fois, c'est à cause de la dictature, à cause de la corruption généralisée, qu'on ne peut pas sortir de cette rente pétrolière qui est captée par la caste militaire et que Tebboune n'est ni plus ni moins que la serpillière du palais d'El Mouradia et une marionnette entre les mains de Saïd Chegriha, comme il était la marionnette entre les mains de Ahmed Gaïd Salah. Donc ce n'est pas Gamel Abina qui va venir nous parler de démocratie et de liberté et de je ne sais quoi, alors que on le sait tous, il est le porte-parole de cette junte militaire à travers cette intervention sur Algérie 24 ou sur d'autres médias. Et ça, ce n'est pas quelque chose de secret. Et c'est normal qu'il est dans son rôle pour essayer de décrédibiliser
les opposants et ceux qui ne sont pas en contradiction avec lui. Mais ça, c'est tout à fait logique. Opposant de pacotille, je vais vous répondre. 93%, vous confondez tout parce que vous maîtrisez rien. Le PIB, 95% d'exportation, c'est pas le PIB. Un petit peu de réflexion. Le PIB, c'est la richesse totale du pays. On ne parle pas d'export. Donc, vous avez confondu PIB, exportation. Félicitations, incompétence. Ensuite, je rappelle que Stellantis, c'est un groupe italien, une multinationale qui ne travaille pas au Maroc, mais sans mettre de côté. On ne va pas perdre de temps avec ce baratin. Ensuite, vous vous dites, il n'y a pas de sous-traitant. Mais on installe au fur et à mesure. Vous croyez que c'est un claquement de doigts d'installer une usine en Algérie? Vous n'investissez pas. Juste pour information, j'ai investi en Algérie, j'ai acheté un appartement et je suis en train d'exporter. Raté pour le coup. Et je vivrai en Algérie. Vous exportez quoi? Du textile, monsieur. Du textile de l'usine de Tayal. Dommage, hein. Moi, je donne des faits parce que vous êtes incompétent et vous n'êtes même pas dans le coup. Et je travaille pour mon pays, pas pour vous. C'est-à-dire que quel que soit le média dans lequel je parle, qu'il soit africain, oriental ou algérien, je parle pour la nation algérienne parce que je défends mon pays. Contrairement à vous, je ne suis pas du côté de l'extrême droite. Désolé. Merci Gamal Abina. Si vous voulez rajouter un mot, Rafiq Bouhlel, un mot s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Exactement. L'Algérie n'est pas capable de fournir les besoins en gaz, en pétrole énergétique à long terme à l'Union européenne. Toutes les bêtises qui sont en train d'être déplatérées par Gamal Abina sont totalement fausses. Car, encore une fois, entre la parole et l'acte, c'est deux choses complètement différentes. Et on connaît... Voilà, et on connaît votre parcours, monsieur, de la sérigraphie à l'investissement immobilier. Voilà. Merci à vous. On a dépassé le temps de l'émission. Merci à Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes analyste spécialiste des relations internationales, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Rafiq Bouhlel, économiste et analyste politique. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Qawa la khair.